Consulex Liège présente hashtag 30 minutes avec. Un mercredi sur deux à 18h. Retrouvez hashtag 30 minutes avec de Consulex Liège. Des interviews de personnalités issues de la communauté étudiante liégeoise. Retrouvez-nous un mercredi sur deux à 18h. Ce podcast est soutenu par l'Université de Liège et Wallonie Entreprendre. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 30 minutes avec, un podcast de Consulex Liège, une association d'aide juridique par les étudiants pour les étudiants. Aujourd'hui, je partage le micro avec Nathan Bocard et Binta Al-Sadoun pour recevoir une invitée dont le parcours est au croisement du journalisme, de l'éthique et de l'engagement démocratique. Diplômée en journalisme à l'IEX et en animation radio à l'IAD, elle est aujourd'hui chargée de projets et de communication au Conseil de déontologie journalistique, cet organe d'autorégulation qui veille à concilier la liberté d'expression avec la responsabilité médiatique. Entre information, médiation et régulation, elle défend une vision exigeante et humaine du journalisme dans un monde saturé de contenu mais avide de repères. Bienvenue dans 30 minutes avec Madame Anna Vidal. Merci de m'accueillir. Pouvez-vous nous parler de votre parcours académique ? Qu'est-ce qui vous a conduit à vous orienter vers le journalisme et la communication ? Alors, bonne question. Contrairement à plein d'élèves qui étaient avec moi donc, à l'IEX, d'abord en communication et puis en journalisme, j'avais pas du tout ça dans les tripes. C'est quelque chose qu'on nous répète à longueur de journée. En tout cas à l'IEX, je pense que c'est un peu pareil dans les autres écoles de journalisme, que vraiment être journaliste, c'est une vocation, c'est quelque chose qu'on a dans le ventre, littéralement, parce que c'est un métier difficile, exigeant, mal payé, souvent, en manque de reconnaissance, de plus en plus difficile à assumer, à défendre. Et donc, pas dire, je vais faire ça. C'est un peu un concours de circonstances. C'est aussi lié à des bons échos que j'avais eus de l'IEX, qui est vraiment une école dont je garde un super souvenir et qui est vraiment axée sur la pratique. Et je m'étais dit, honnêtement, c'est des études qui peuvent m'emmener à peu près où je veux. Ça travaille la culture générale. Je suis pas en train de faire médecine, quoi. Donc, je vais aller voir. Ma maman a fait l'IEX et elle a elle-même fait journalisme et l'a pas pratiqué très longtemps. Donc, je me suis dit, oh, c'est pas grave, j'essaye, on verra. Et j'ai adoré mes études. Mais assez vite, j'ai compris que j'allais pas m'orienter moi-même dans le journalisme, même si je trouvais super intéressant ce milieu. Dès qu'on avait des invités, des professeurs invités, des journalistes qui venaient parler, j'étais vraiment hyper intéressée. Mais je ne me voyais pas faire ça. Et donc, au moment de choisir un stage de fin d'études, on est encouragé à en faire plusieurs pour vraiment augmenter sa chance d'être employé quelque part, parce que voilà, les places sont chères et rares. Et donc, j'avais prévu de faire 2 stages en rédaction et un stage au CDJ, au Conseil de déontologie journalistique, dont j'avais entendu parler dans mon cours d'ontologie, qui était donné à l'UC Louvain à l'époque, puisqu'il y avait une codiplomation. Et puis, quand j'ai demandé ça, on m'a un peu regardé bizarrement, on m'a dit « mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas ? C'est pas un stage en journalisme, c'est un stage d'observation. » Enfin, voilà, on comprenait pas trop mon choix. Et puis, j'ai maintenu ce choix. Et le problème qu'il y a eu, si vous vous souvenez, donc j'étais en Master 2 en 2020. Et les stages, c'est toujours en fin d'année. Et donc, au moment de commencer mon premier stage, à la RTBF, en l'occurrence, en radio, Covid. Je commence tout se passait par là. Voilà, je commence début mars, je fais 2 semaines, ça se passe super bien, j'adore ce que je fais. C'était pour une émission radio, mais plus culturelle, donc pas orienté info, c'était un peu plus à la cool, et c'était pile poil dans mes centres d'intérêt. Et puis du jour au lendemain, hop, tu dois rentrer à la maison. Forcément, je suis pas la priorité de l'équipe, enfin, ils sont déjà en galère totale, ils savent pas comment ils vont assumer le reste de la saison, et donc... j'ai du temps pour réfléchir, pour travailler sur mon mémoire, c'est pas plus mal, mais je commence à me dire qu'est-ce que je vais faire pour mes stages, enfin, c'est un peu embêtant. Et j'accélère l'histoire, mais je me retrouve à passer 2 mois au lieu d'un au Conseil de déontologie journalistique, totalement à distance. J'ai fait mon stage dans ma chambre, littéralement, pendant 2 mois. Et grâce à ça, j'ai pu faire plus de choses que prévu. J'ai à la fois touché à des synthèses de dossiers de plainte, donc ça je vais expliquer par la suite ce que ça recouvre exactement. J'ai pu aider donc la secrétaire générale avec ça, et puis elle m'a confié aussi des tâches plus axées communication, parce que donc c'est vrai que l'IEX, avant de choisir son master, on fait tous un bachelier en communication appliquée, donc c'est vraiment des cours qui permettent de nourrir une vraie culture générale, donc c'est introduction au droit, la philosophie, sciences politiques, enfin on fait un peu de tout. Alors les détracteurs de l'IEX souvent ils disent
on voit un peu tout, mais on est spécialiste en rien. Alors, bon, il faut quand même être un peu curieux sur le côté et s'investir. Mais c'était mon cas. Et notamment, le cours de déontologie que j'ai eu m'a vraiment ouvert les yeux parce que je m'étais, à ce stade-là, pas trop posé de questions à ce niveau-là. Mais donc, bref, je fais ce stage au CDJ. Ça se passe super bien. J'ai vraiment un bon feeling. J'apprends plein de choses. Et puis, c'est une toute petite équipe. À l'époque, il n'y a que 2 personnes. Une à temps plein, qui est la secrétaire générale, et l'assistante administrative, qui est, elle, à temps partiel. Donc, c'est vraiment toute petite équipe. Et donc, il n'y a pas vraiment de perspective d'avenir. Mais ce n'est pas pour ça que je voulais faire mon stage là-bas. Je ne me pose pas plus de questions à ce niveau-là. Puis, le temps passe. Et c'est l'année d'après, donc début 2021, que j'ai pu intégrer l'équipe d'abord pour un projet européen pour lequel on avait reçu un subside. Donc, c'était un CDD, c'était vraiment une mission qui devait être temporaire. Et c'était quoi comme projet européen ? Alors, c'était, je devais m'occuper d'organiser des webinaires, forcément, parce que c'était encore... c'était l'après-Covid, mais bon, on était tous encore un peu à tout faire à distance. Et donc, j'ai mis sur pied 6 webinaires avec tous nos homologues européens, parce qu'il y a un conseil de déontologie journalistique à peu près partout en Europe, je pourrais y revenir après. Et donc, je devais tout faire. Je devais organiser les webinaires en tant que tels, mais on m'avait donné des thématiques et j'ai dû faire un état de l'art à chaque fois, trouver les experts, organiser, faire la promo, trouver des participants. Et donc, le résultat de ces 6 webinaires, c'était un rapport et qui a vraiment posé les bases pour plein d'autres projets après. Donc, c'était très intéressant à faire. Et petit à petit, j'ai réussi à me rendre, j'ai pas envie de dire indispensable, mais en tout cas, on m'a gardée, on a trouvé un moyen de me faire un peu plus de place. Et petit à petit, je suis devenue chargée de projets au pluriel. Et donc, on a toutes sortes de projets dont je pourrais parler pendant des heures, donc je ne vais pas le faire maintenant. Et j'ai aussi pris en main la communication de l'instance, la communication extérieure en tout cas. Vous êtes chargé de projet au CDJ. En quoi ça consiste exactement ? Quand vous arrivez au travail, qu'est-ce que vous faites ? Alors, je fais plein de choses. Ce qui touche à la communication, à proprement parler, c'est pas tout le temps. On a des outils de communication définis qu'on nourrit à des fréquences différentes, donc des communiqués de presse, des newsletters, des posts sur les réseaux sociaux, voilà tout ça. Donc des choses à court terme et des choses habituelles. Et après, on a des projets un petit peu plus exceptionnels qui prennent du temps. Notamment, l'année dernière, un très chouette projet qu'on a pris en main, c'était une masterclass à destination des étudiants de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où en fait, pendant 2 jours, on a dit à ces étudiants en journalisme, un en Bac 3, d'autres en Master 1, Master 2, donc il y avait une vraie diversité à la fois entre les écoles, les âges, enfin voilà, c'était un public super intéressant, ça a permis des rencontres évidemment, et d'avoir des points de vue différents. Et donc, pendant 2 jours, on les a vraiment baignés dans le CDJ. La première journée, ils ont eu une masterclass accélérée avec des membres du secrétariat général dont je fais partie et des membres du conseil en tant que tel, parce que ça, c'est un peu complexe, mais le conseil, à proprement parler, c'est 40 bénévoles issus de la profession. Et puis après, le secrétariat général, c'est une toute petite équipe, on est 4, qui assure le travail quotidien de l'instance, qui prépare les travaux. Donc le premier jour, ils ont vraiment eu les bases. C'est quoi le CDJ, c'est quoi la déontologie, on travaille, c'est quoi notre jurisprudence, voilà. Ça, c'était toute une journée. Et puis le lendemain, ça, c'était assez exceptionnel. C'est la première fois qu'on faisait ça et on s'est inspiré de l'expérience d'un homologue scandinave qui fait ça chaque année. On a fait un conseil de déontologie fantôme. Et donc, en fait, en parallèle de la vraie réunion mensuelle du conseil, donc ces professionnels qui se réunissent et qui statuent sur les plaintes qu'on reçoit au quotidien. Donc ça, je peux expliquer évidemment par après. En fait, tous ces étudiants en journalisme, ils ont eu les mêmes dossiers de plainte. Forcément, ils étaient tenus à la confidentialité à ce moment-là. Ils ont étudié les dossiers tous ensemble. Et après, ils ont dû rendre une décision collective. Est-ce que la plainte est fondée ou pas ? Et donc ça, très chouette exercice. Et puis après la réunion, donc les 2 réunions se passaient en même temps, la vraie et la fantôme. Et après, ils ont pu rencontrer le véritable CDJ et ils ont comparé leurs conclusions. Et globalement, ils étaient arrivés aux mêmes conclusions. Donc ça, c'était assez intéressant. Forcément, il y avait des nuances, il y a des choses qui ont pas été forcément comprises, ou on remarque souvent que les étudiants, ils sont très sévères. Parce que, oui, ils sont très sévères parce qu'ils apprennent la déontologie à travers le code, à travers leurs cours à l'université. Pour certains, ils ont
quasiment pas de pratique encore dans les PAC, donc à part quelques exercices qu'ils font à l'école. Et donc, ils vont avoir tendance à vraiment se calquer sur le code et à être très, très, très sévères et très, pas très flexibles, quoi. Et donc, pas vraiment à penser au contexte et à se dire, ah ok, là, ça me paraît pas déontologique cette affaire, mais est-ce qu'en contexte, ça s'excusait ou ça s'expliquait pour une raison X ou Y? Ils ont plutôt tendance à dire non, ça va pas du tout. Et puis, quand on en parlait ensemble, ils se disaient ah oui, ok, je l'avais pas vu comme ça. Peut-être qu'en fait, c'était pas si mal que ça. Je comprends le journaliste, je comprends pourquoi il a fait ça. C'est marrant cette remarque et cette expérience, j'ai envie de dire, sociale, parce qu'en droit, c'est pareil. Il y a des étudiants en droit, en fait, quand ils rentrent, ils sont quand même impressionnés par le pragmatisme du métier. Et à quel point il n'y a pas vraiment le principe de duralex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Il y a beaucoup plus d'humanité que ce qu'on peut penser. Et même ça, en droit des sociétés, en droit pénal et dans n'importe quelle branche du droit. Mais c'est clair que c'est un peu un mini-stage au CDJ, cette masterclass, et on a eu énormément de retours positifs et des demandes de recommencer. Donc moi, en tout cas, c'est un projet qui m'a tenu à cœur et que j'aimerais vraiment bien réitérer. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer le rôle et les missions du Conseil de déontologie journalistique, maintenant qu'on a appris à vous connaître un peu mieux? Alors, je vais essayer de ne pas parler pendant 2 heures. Je vais faire au plus simple. Donc, le Conseil de déontologie journalistique, donc, comme vous l'avez dit en introduction, c'est l'organe d'autorégulation des médias d'information et des journalistes en Belgique francophone et également germanophone. Le CDJ, on va dire CDJ maintenant, gagnera un peu de temps. Le CDJ, il existe depuis 2009. C'est donc un conseil de presse, comme on peut l'appeler aussi. Un conseil de déontologie, il y en a un dans à peu près tous les pays européens, comme je l'ai dit, à l'exception de quelques pays comme l'Italie ou la Grèce. Mais chaque année, on rencontre tous nos homologues et on se rend compte qu'en fait, globalement, on fait exactement la même chose. On joue ce rôle de médiateur entre le grand public d'un côté, ce grand public qui a droit à une information de qualité déontologique. Et de l'autre côté, on a les médias qui ont bien sûr une liberté d'expression, qui bénéficient de la liberté de la presse et qui ont à la fois des droits et des devoirs. Et donc la déontologie, c'est ça. La déontologie, c'est l'ensemble des devoirs que les membres d'une profession se fixent et des droits qui sont nécessaires pour exercer ce métier conformément à ces devoirs. Et donc la déontologie, ça existe dans plein d'autres métiers, ça je ne vous l'apprends pas, il y a une déontologie des avocats, des médecins, etc. Et en fait, l'autorégulation, c'est quoi ? C'est le fait que la profession elle-même se régule. Au lieu de confier cette mission à une instance extérieure qui pourrait être une instance gouvernementale par exemple, on dit, ok, vous êtes les mieux pour comprendre en quoi ça consiste, quelles sont les dérives potentielles, et donc on va vous confier cette mission de contrôle, entre guillemets, ou de régulation, dans une sorte de cercle vertueux. Le but, c'est vraiment d'améliorer les pratiques journalistiques, d'améliorer la profession, qu'on apprenne de ses erreurs, et que pour que tout le monde soit content, à la fois le public, qui a une meilleure information, une information déontologique, et pour améliorer la pratique des journalistes et des médias. Et donc, très concrètement, comment on fait ça ? Parce que ça paraît un peu abstrait, je peux comprendre. En fait, le CDJ à proprement parler, je l'ai dit, c'est un conseil de 40 bénévoles. Et c'est des gens qui, au quotidien, soit travaillent dans le journalisme, soit en ont une très bonne connaissance. Donc, il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie journaliste, la catégorie rédacteur en chef, la catégorie éditeur. Donc, l'éditeur, c'est vraiment les propriétaires de médias, entre guillemets, les directeurs de l'information, qui ont une position un peu plus de manager, qui ne sont pas dans la rédaction en tant que telle, qui sont un peu au-dessus dans la hiérarchie. Et puis après, il y a cette catégorie de la société civile qui est super importante et super intéressante. Donc ce sont des avocats en droit des médias, des professeurs de déontologie, des représentants d'associations de défense des droits humains, etc. Et donc eux, ils ont un regard un petit peu plus extérieur. Ils sont là pour porter la voix du public, justement. Et ça, c'est un volet super important du CDJ. Tous les conseils de déontologie n'ont pas cette vision de la société civile. Et donc, ils ont un peu plus de mal à répondre à la critique d'entre-soi ou de corporatisme, parce qu'effectivement, ils sont tous dans la profession, et donc ils vont peut-être parfois
oublier certaines choses. Ils auront certains auront peut-être moins en tête les préoccupations du grand public. Et donc, nous, ça arrive souvent qu'en réunion, on est, par exemple, une avocate ou le membre d'une association qui va dire « Attendez, mais en fait, là, moi, j'ai pas compris de quoi on parle, parce que je suis pas journaliste, et donc réexpliquer un peu c'est quoi l'enjeu là, c'est quoi ?» Et ça, c'est super intéressant parce que ça force les autres membres à vraiment se placer dans la tête du grand public qui dépose les plaintes. Et donc, le CDJ, donc c'est bénévole, mais il a besoin d'un petit secrétariat général pour assurer son travail quotidien. Donc, je l'ai dit, on est 4. Et donc, nous, on reçoit des plaintes, parfois tous les jours, parfois pas pendant une semaine, ça dépend. Quand il fait moche, en général, on reçoit beaucoup de plaintes. Et quand il fait beau, à contre, c'est plus calme. Quand il fait beau, avec la météo ? Ouais, on en rigole un peu, mais non, évidemment, ça dépend de l'actu aussi. C'est sûr que les plaintes qu'on reçoit ces derniers temps, c'est beaucoup la guerre au Proche-Orient. Avant ça, c'était la guerre. Avant ça, c'était le Covid. Forcément, on voit bien que les enjeux de société sont reflétés dans les plaintes qu'on reçoit. Et donc, ces plaintes, elles peuvent venir de n'importe qui. Donc, c'est le grand public au sens large. Ça peut autant être monsieur et madame tout le monde qu'un étudiant en journalisme, qu'un politique, une personnalité publique ou pas du tout. On ne regarde pas, en fait, qui est le ou la plaignante. On ne s'occupe pas de ça. Alors, parfois, évidemment, il y a des motivations un peu moins nobles, mais à part si on est dans un cas vraiment de procédure bâillon, qu'on se rend bien compte qu'il y a des menaces derrière. Alors ça, on a des dispositions dans notre règlement de procédure pour éviter ce genre-ci. Mais globalement, on ne regarde pas trop qui dépose la plainte. On regarde si c'est recevable, parce qu'il y a toute une série de critères formels auxquels il faut répondre. Et après, il faut qu'il y ait un enjeu déontologique. Dire, alors cet article, franchement, il est nul. Il faut qu'il y ait un enjeu. Et un enjeu, c'est basé sur le code de déontologie. Le code de déontologie, il n'est pas très long. Je l'ai ici avec moi. C'est 28 articles, 4 volets. Il y a 4 grandes règles, si je dois résumer. Il y a informer dans le respect de la vérité. Il y a être indépendant, tout ce qui touche à l'indépendance, le fait d'être journaliste et pas d'être publicitaire ou politique ou auxiliaire de police. On est journaliste et c'est tout. Agir avec loyauté. Ça, c'est ce qui touche plus aux méthodes d'investigation, par exemple. Ne pas pratiquer le plagiat. Enfin, voilà, il y a plein de règles. Et puis, le dernier volet qui est le plus facile à comprendre pour le grand public et donc qui revient dans pas mal de plaintes, c'est le respect pour le droit des personnes. Donc c'est tout ce qui touche à la vie privée, ne pas révéler parfois certaines caractéristiques personnelles qui pourraient inciter à la discrimination. Donc voilà, c'est très très large, il y a 28 règles, toutes très précises et qui vraiment balisent l'ensemble des enjeux déontologiques qui peuvent se poser au quotidien dans le travail d'un journaliste. Et donc le CDJ, il sert à veiller au respect de ces règles déontologiques. Alors forcément, on n'est pas à tout regarder, tout lire tout le temps. On travaille sur la base de ces plaintes. Bon, il y en a déjà beaucoup. Parfois, on peut s'autosaisir également. Mais voilà. Donc, moi, j'aime bien insister sur le fait qu'on est ce médiateur. Parce qu'on roule pas, entre guillemets, journaliste, ni pour le grand public. On veut embêter personne, on veut défendre personne, entre guillemets. On est là pour veiller à ce que l'information soit la plus déontologique possible. Et quand je dis on, c'est le CDJ au sens large, c'est le secrétariat général, mais c'est ce conseil qui est tout à fait légitime pour statuer sur de telles plaintes, vu que c'est des personnes qui, au quotidien, sont confrontées à ces questions. Vous avez dit aussi qu'on ne tient pas compte du statut du plaignant, mais concrètement, quand on traite, par exemple, la plainte d'une personnalité politique super célèbre, ça ne va pas être du tout pareil qu'une personne lambda. Ça ne change vraiment rien du tout, le statut du plaignant. Ça change rien. Ça ne change rien dans l'analyse ou dans le traitement qui sera fait du dossier. Forcément, ça saute aux yeux. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il ne faut pas forcément que la personne soit une personnalité publique pour que le dossier soit un peu différent. En fait, il y a une grande distinction à faire entre les personnes qui ont un intérêt personnel dans l'affaire et celles qui n'en ont pas. Donc, par exemple, il y a certains conseils de déontologie, c'est le cas de notre homologue flamand, avec qui on a des bons rapports et qu'on connaît très bien. Ils fonctionnent quand même d'une manière un peu différente, c'est-à-dire qu'ils acceptent que les plaintes où le plaignant a un intérêt à agir. Donc, soit la personne est elle-même citée dans la production journalistique, elle a été interviewée, elle a servi de source, enfin voilà, elle est partie prenante de l'information, en quelque sorte. Ou alors, elle a un intérêt à agir parce que, j'invente, c'est un article sur
la traite des êtres humains, et cette personne, elle est présidente d'une association de défense des droits humains. Elle a un intérêt à agir. Mais monsieur et madame tout le monde ne pourra pas dire, là pour moi, tel journaliste n'a pas respecté la vie privée de telle personne, et donc en tant que citoyen, je suis révolté par ça, et donc je porte plainte auprès de votre instance. Le CDJ va accepter, si la plainte est recevable, mais en résumé, le CDJ va dire OK, et le Radboord de journalistique, notre homologue flamand, va dire non, désolé, il n'y a pas d'intérêt à agir. Mais le fait que la personnalité soit publique ou non, vraiment, ça ne change rien. Forcément, ça va peut-être avoir un peu plus de retentissement dans les médias quand la décision va être rendue. On a eu, par exemple, il y a quelques années, un dossier où c'était Jean-Claude Marcourt qui était en une de Sud Info. Oui, c'est Jean-Claude Marcourt qui a déposé plainte, mais c'est pas pour ça que la plainte va être fondée ou non fondée en fonction de l'opinion du CDJ. Pas du tout, on s'en fiche. On met de côté ses a priori, ses opinions personnelles. On regarde juste les faits, ce qui est reproché aux médias et aux journalistes, et on prend une décision sur base du code et de la jurisprudence de l'instance. On est quand même à plus de 500 décisions en 15 ans d'existence, sans compter toutes les demandes informelles auxquelles on répond par mail, par téléphone, etc. Donc, on a quand même emmagasiné énormément de jurisprudence déontologique. Et quelles sont les différences entre le CDJ et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ? Certaines visions se recoupent-elles ? Alors, donc le CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il existait bien avant le CDJ. Le CSA, son rôle, c'est de veiller au respect de la régulation audiovisuelle. Donc là, on est dans le droit, ce qui n'est pas ma spécialité. Le CDJ, le Conseil de déontologie journalistique, on se prononce sur les questions donc de déontologie. Mais le décret fondateur du CDJ, enfin de l'AADJ, qui est l'ASBL qui structure le fonctionnement du CDJ, le décret fondateur de l'AADJ, il prévoit le fait qu'effectivement, on puisse avoir des situations où les compétences des deux instances se recouvrent. Et donc, le législateur a prévu ce cas de figure. Et donc, je ne vais pas passer en revue le décret ici, mais en gros, il donne une priorité décisionnelle au CDJ, sauf dans 3 cas exceptionnels, qui sont vraiment exceptionnels pour le coup. Et donc, en fait, quand le CSA reçoit une plainte contre un contenu d'information et que ça recouvre à la fois la déontologie et le droit audiovisuel, on va être dans ce qu'on appelle une procédure conjointe. Et donc, c'est d'abord le CDJ qui va rendre sa décision sur ce qui touche à la déontologie. Et seulement après, le CSA pourra rendre son avis. Donc, en fait, on ne se prononce pas sur la même chose concrètement. Quand on est dans un cas, j'essaie de réfléchir à un exemple. On a eu un exemple il n'y a pas très longtemps où c'était une plainte contre la RTBF, un dossier qui avait fait beaucoup de bruit. C'était sur un article et en fait une capsule vidéo qui accompagnait cet article où une intervenante, une personne qui était interviewée disait oui, nous sommes tous racistes. Et en fait, donc c'est une militante antiraciste assez connue et qui faisait part de son point de vue. Et donc, c'était indéniablement un contenu d'information journalistique. Et donc, le CSA nous a dit on a reçu plusieurs plaintes, à vous de rendre votre décision. On l'a fait. Ça a mis un peu de temps parce que c'était un gros dossier, il y avait plusieurs plaignants. On a rendu notre décision. Et puis, là, dans ce cas-ci, le CSA, au final, a classé sans suite. Mais donc, concrètement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en fait, le CSA et le CDJ n'ont pas les mêmes compétences et leurs compétences, l'articulation de leurs compétences est prévue par le décret fondateur de la ADJ du CDJ. C'est une situation totalement exceptionnelle en Europe. Et donc, on a des pays, par exemple, je pense à l'Allemagne, conseil de presse. Ils n'appellent pas ça un conseil de déontologie, ils appellent ça un conseil de presse parce qu'ils ne sont compétents que pour la presse au sens premier du terme, c'est la presse écrite et le pendant numérique. Pourquoi ? Parce que le conseil a été créé avant que l'audiovisuel existe, en fait. Et donc c'est le presserat. Le presserat, il n'est pas compétent pour tout ce qui touche à l'audiovisuel, même en termes de déontologie. Et donc là-bas, chacun son rôle. Donc il y a le régulateur, mais eux, ils ont plusieurs régulateurs, parce que c'est par Länder, c'est compliqué. Les questions déontologiques en lien avec l'audiovisuel, du coup, tombent un peu à l'eau. Alors je ne sais pas si les régulateurs touchent ces questions-là, mais en tout cas, chez nous, c'est un peu différent. Tout ça est prévu, cette collaboration et ce recouvrement de compétences qui peut arriver est prévu par la loi et ça arrive assez souvent. Et ça arrive très souvent que le CSA reçoive des plaintes
qui devraient nous être adressés. Du coup, il doit nous les envoyer. Et nous, ça nous arrive un peu moins, mais parfois on reçoit des plaintes, je sais pas moi, contre une émission de divertissement ou contre une publicité ou quoi. Bah, c'est pas de notre sort parce que nous, on touche que à l'information. Donc voilà, ça c'est prévu, c'est cette collaboration. Mais donc vous travaillez quand même en étroite collaboration avec eux, parce que votre équipe est quand même plus petite. En pratique, comment vous arrivez à collaborer pour un petit dossier, on va dire? Mais donc, je vais répondre de manière plus large. Qui fait quoi au secrétariat général, en fait? Donc, la secrétaire générale, c'est vraiment la personne qui supervise toutes les activités. On a une conseillère juridique qui, donc, elle, s'occupe des matières strictement juridiques. Par exemple, en ce moment, on a des groupes de travail ouverts sur les questions du retour de la censure préventive et d'atteinte à la liberté de la presse, qui sont de plus en plus... qui reviennent, malheureusement, même en Belgique. La majorité de son travail consiste à répondre justement aux plaintes entrantes qu'on a, donc à analyser la recevabilité, parce que c'est pas nous qui décidons si c'est fondé ou non. Nous, on ouvre un dossier s'il faut, puis après on assure le traitement du dossier, donc chaque partie pourra s'exprimer 2 fois. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est équitable. Et puis après, une fois que le dossier est complet, donc c'est 2 échanges chacun, il faut synthétiser, il faut préparer le dossier pour qu'il soit discuté à la réunion mensuelle. Parce que le conseil, à proprement parler, les 40 bénévoles, non pas toujours 40, mais ils se réunissent qu'une fois par mois. Et donc, nous, toute l'année, on travaille, on prépare les travaux de l'instance. Et donc, ma collègue, qui est conseillère juridique, fait surtout ça. Moi, je le fais un petit peu, mais moins. Je le fais parce qu'il y a un besoin, parce qu'on a un arriéré qui s'est amélioré avec le temps. Mais voilà, on a quand même effectivement beaucoup de plaintes, beaucoup de travail pour une très petite équipe. Donc, je lui viens un petit peu en aide à ce niveau-là, mais c'est pas... moi, la majorité de mon temps, c'est plus les projets et la communication, comme on en a parlé. Et puis après, on a aussi une assistante administrative, elle qui veille à toutes les tâches administratives qui sont nécessaires au bon fonctionnement du conseil. Mais donc, oui, c'est énormément de travail pour une très petite équipe, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment le CDJ traite une plainte, donc dès que vous la recevez, jusqu'à ce que vous rendiez du coup votre décision? Donc, le trajet d'une plainte. Quand on reçoit une plainte, on regarde d'abord au secrétariat général si elle est recevable. Elle doit être recevable à la fois sur le fond et sur la forme. D'abord, la forme. Donc ça, c'est assez précis, c'est vraiment des critères. Il faut donner son nom, son prénom, son adresse, la preuve de son identité également, ça c'est nouveau, mais c'est pour éviter d'être instrumentalisé, d'avoir des faux noms, etc. Donc l'identité du plaignant doit être très claire, parce qu'il faut assumer. On engage la responsabilité immédiate d'un journaliste, donc il faut assumer sa propre responsabilité de plaignant. Il faut donner tous les renseignements utiles, donc c'est quelle production, quel média, quel journaliste, etc. Et un critère important qui permet aussi d'éviter d'avoir des dossiers trop vieux, c'est qu'on a une limite de 2 mois donc, pour déposer plainte. Donc, sauf exception. Alors, parfois, les exceptions sont acceptées s'il y a vraiment un motif légitime. Mais si c'est juste, cet article est paru il y a 6 mois, bon, à l'époque, j'ai eu la flemme de porter plainte, mais vraiment, il est scandaleux, non, désolé, on va même pas se prononcer, on va rien dire du tout, on va juste dire, désolé, c'est pas recevable. Pour la forme. Après, il y a sur le fond. Comme je l'ai dit, il faut un enjeu déontologique. Si c'est juste, j'aime pas le sujet, ou j'aime pas le journaliste, j'aime pas comment il a fait son travail, moi, j'aurais fait comme ça. Ça arrive souvent. Ouais. Non, ça, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un enjeu déontologique, il faut qu'on puisse ouvrir sur une question. Et quelque chose de très important à dire, c'est que c'est pas parce qu'on ouvre un dossier que forcément on pense qu'il y a, qu'on est sûr plutôt que la plainte va être fondée. Pas du tout, sinon toutes les seraient fondées et c'est pas le cas. On est environ à 50-50 chaque année. J'ai pas les statistiques de chaque année en tête, mais on tourne plus ou moins autour du 50% fondé, 50% non fondé. Donc, autrement dit, ça veut dire qu'une fois sur 2, la personne qui a porté plainte, elle a raison de porter plainte. Et dans l'autre cas, c'est pas grave. Ça a pris du temps aux médias et aux journalistes, ça j'aimerais le souligner. C'est du temps que certains estiment perdu, qu'ils n'ont pas passé à travailler, mais c'est du temps investi dans la défense de son métier. C'est utile parce que ça permet au public de mieux comprendre le journalisme. Parce que ça, on remarque beaucoup qu'il y a pas mal de plaignants qui, en fait, ont vraiment une méconnaissance de comment ça fonctionne. C'est quoi le travail d'un journaliste. Et donc,
S'il y a un enjeu, on ouvre. Comme je l'ai dit, il y a un double échange, donc on envoie aux médias qui va répondre. Puis on va présenter le dossier une première fois au CDJ juste pour décider de la procédure. Est-ce qu'on fait une procédure écrite, ça c'est la majorité des dossiers, ou une procédure orale, une audition. On le fait moins. On le fait quand c'est vraiment des questions d'investigation, où il y a secret des sources et qu'on doit avoir des pièces confidentielles qui ne peuvent pas passer par écrit, par exemple. Mais c'est rare parce que c'est très difficile à organiser. Et donc, il y a 2 échanges en tout. Et puis, quelqu'un au secrétariat général va synthétiser le dossier, le préparer, et va préparer un projet de décision sur la base de notre jurisprudence. Donc, ça ne sort pas de nulle part. Vraiment, on se base sur notre jurisprudence pour étudier chaque article qui est pointé, l'article 1, 2, 3, 17, 18, j'en sais rien, du code. Et puis, lors de la réunion du CDJ, donc les membres, ils auront eu accès aux documents avant, bien sûr, ils se préparent, mais il y a une discussion qui s'installe. Donc, c'est pas rédigé en direct, ça, ce serait juste ingérable. On leur soumet cette proposition, ils en discutent. Parfois, ils disent « c'est super, on change pas une virgule ». Parfois, ils disent « ça va pas du tout » et ils détricotent tout. Parfois, c'est juste quelques ajustements à gauche, à droite. Mais en tout cas, c'est toujours super intéressant. Et il faut qu'il y ait un consensus. S'il n'y a pas de consensus, on passe au vote. Ça n'arrive pas très, très souvent. Et puis après, si la plainte est fondée et que le média est membre, et en Belgique francophone et germanophone, pratiquement 99% du paysage médiatique est membre, il participe à l'autorégulation. C'est pour ça que c'est légitime et que ça fonctionne, évidemment. Donc, si la plainte est fondée, obligation de la publier. En fait, c'est ça, la sanction du CDJ. C'est une sanction purement morale. On appelle ça, chez les anglo-saxons, le name and shame. C'est la mise au pilori. C'est en fait assumer ses erreurs. Donc, ils vont devoir publier ça sur leur site web de manière permanente sous la production qui existe pour que n'importe qui tombe sur la production, même 5 ans plus tard, voit que, attention, il y a quand même eu une plainte fondée contre cet article. Donc, bon, je vais garder ça en tête en le lisant. Mais donc, il y a cette publication qui est obligatoire. Si le média n'est pas membre, mais c'est vraiment très rare, c'est simplement une invitation à publier. Par contre, nous, on va publier, évidemment. Tout est sur notre site, sur notre outil de jurisprudence. Enfin, voilà, ça va être envoyé à notre liste de presse, à tous les journalistes professionnels via la JP. Donc, on va publier la décision quoi qu'il arrive. Et si la plainte est non fondée, pareil, on note simplement le média, parce qu'on ne peut pas le forcer, parce que là, il n'y a pas eu de faute. Mais il y a de plus en plus de médias qui considèrent qu'en fait, ça participe à leur crédibilité et de dire, on avait critiqué notre travail dans telle production, le CDJ a dit que la plainte était non fondée, on a bien fait notre travail. Et donc, on va aussi médiatiser ça. Par exemple, la RTBF le fait. Franchement, je suis ça et j'ai l'impression que de plus en plus de médias le font et voient pas ça comme une mauvaise pub, où ils vont se dire ça va peut-être donner l'idée à quelqu'un d'aller porter plainte au CDJ contre autre chose. Et encore, c'est pas la fin du monde. Mais en fait, ils se rendent compte que non, ça participe à leur crédibilité. Donc, c'est le trajet d'une plainte en pas si résumé que ça. Et quand une plainte, par contre, est pas recevable, soit sur le fond, soit sur la forme, donc on va en informer le plaignant. Si c'est purement la forme, mais qu'il y avait un enjeu, si complément, on va peut-être ouvrir. Et s'il n'y a pas d'enjeu déontologique, si vraiment c'est manifestement non fondé sur la base de notre jurisprudence, on sait que ça sert à rien d'ouvrir un dossier parce qu'on a la réponse identique dans un autre dossier, alors on va le dire désolé, mais on va expliquer. Parfois, on laisse la possibilité d'appel quand c'est un peu flou ou que c'est un peu sujet à interprétation, mais alors là, c'est une commission spéciale du CDJ qui va dire si on ouvre un dossier. Mais bon, là, on est vraiment dans le détail et c'est assez exceptionnel, ça n'arrive pas très souvent. Par rapport aux sanctions, parce que pour le moment, vous avez dit que c'est uniquement une sanction morale, mais quelle est la répercussion concrète au métier d'avoir une sanction morale et pas, je sais pas, pécuniaire ou d'un autre type? Parce que j'imagine bien, on ne va pas censurer les médias, enfin, je n'espère pas, mais... En fait, c'est vraiment ça le pari de l'autorégulation, c'est le sérieux, c'est le fait de se dire j'apprends de mes erreurs, je les assume. Bon, tout le monde ne va pas le faire, mais la plupart des médias, ils tiennent quand même à cette réputation. C'est important, la réputation dans le milieu journalistique médiatique. Et donc, ils n'apprécient pas trop de s'afficher comme ça. Et donc, ils vont sans doute faire plus attention la prochaine fois, parce que sinon, peut-être que leur public va aller voir ailleurs, va aller chez les concurrents. Et donc, ça fonctionne vraiment comme ça. En fait, s'il y avait une sanction
financière, si on retirait la carte de presse, bon, déjà c'est pas nous qui la donnons, donc on est hors sujet, mais je veux dire, si on disait au bout de X plaintes fondées, vous avez plus d'aide financière à la presse par exemple, en fait ce serait totalement contraire à l'autorégulation, parce que c'est pas ça le principe. Le principe c'est que oui, c'est vraiment ce name and shame, comme je l'ai dit. On fait la publicité de ces erreurs, on les assume, et ça ne veut pas dire qu'on va plus jamais avoir de plaintes fondées, mais on s'engage à faire du mieux qu'on peut. Bien sûr. Et par rapport à ça, c'est qui les personnes qui peuvent être sanctionnées? Parce que vous dites les médias, mais qui se cache derrière le mot média ou journaliste ou... Dans la décision en tant que telle, parfois on va faire la distinction. Par exemple, si on estime qu'il y a eu une faute déontologique par rapport à la une d'un journal d'info, en général, c'est pas le journaliste ou la journaliste qui a écrit l'article à laquelle la une auquel la une fait référence. En général, c'est une autre personne, c'est un éditeur, une éditrice, ou même une personne dont on ne connaît même pas l'identité. Et donc, on ne va pas sanctionner le journaliste ou la journaliste à ce moment-là. Et donc, on va dire dans la décision que la plainte est fondée pour le média uniquement. Et donc, en fait, concrètement, c'est juste une histoire de responsabilité personnelle. Derrière, en tout cas, au niveau du CDJ, il n'y a rien qui se passe, à part la publicité qui se fait, comme je l'ai dit, sur le site. C'est tout. On ne va pas convoquer les personnes. Donc voilà, ça dépend. Mais on identifie parfois précisément qui a fauté, entre guillemets. Et est-ce que on n'est pas obligé de passer par une école de journalisme pour devenir journaliste? Tout à fait. Alors bon, ça on sort un peu, mais le journalisme, c'est pas une profession qui est protégée. Bon, ça sous-entend que c'est facile. C'est pas ça que je veux dire. Mais oui, n'importe qui peut décider d'agir en tant que journaliste et de produire de l'information. Un bon exemple, c'est parce que j'ai pas d'exemple qui me vient comme ça en Belgique francophone, mais en France, par exemple, quelqu'un comme Hugo Décrypte, il y a quelques années, on le désignait simplement comme youtubeur. Pourtant, il se revendique clairement comme journaliste. C'est une vraie équipe derrière. Ils sont clairement dans une démarche d'information, une démarche journalistique, et donc, je pense qu'ils accordent une attention importante à la déontologie. Tout à fait être visé par une plainte, et ça a déjà été le cas, pas chez nous parce qu'on est en Belgique, mais notre homologue français a déjà par exemple rendu une décision à l'égard d'Hugo Décrypte parce que c'est un acte journalistique, c'est de l'information, et donc voilà. Je me souviens pendant les élections, il disait je ne peux pas je ne peux pas faire ça parce qu'on est dans la journée des élections, c'est interdit. Et je me disais, c'est marrant parce qu'il utilise les mêmes termes qu'un média, entre guillemets, officiel. Et c'est super intéressant. Et surtout, vous avez parlé au début de l'interview du retrait de carte des presses. Vous ne pouvez pas retirer la carte des presses, mais ça veut dire que ces personnes-là peuvent aussi avoir une carte des presses. Donc, je suis pas une spécialiste de la carte de presse, mais c'est pas le CDJ qui l'attribue, c'est une commission d'agréation. Ça, honnêtement, c'est pas mon domaine, mais je donnais l'exemple en fait pour montrer ce que n'est pas l'autorégulation. Je me souviens que c'est une question qu'on nous avait posée à notre examen de déontologie. D'ailleurs, c'était en cas de plainte fondée, est-ce que le CDJ peut retirer la carte de presse? Du coup, ça m'est resté, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple. Non, en fait, je ne fais que répéter, mais la sanction est purement morale. Il n'y aura pas de sanction financière ou autre. Si après, un rédacteur en chef dit « Bon, tu as eu une plainte fondée, moi j'ai des exigences très élevées, donc je te renvoie », malheureusement, c'est un peu bête. Peut-être c'est déjà arrivé, ce serait un peu bête comme réaction, parce que l'erreur est humaine, ça peut arriver à tout le monde. Et j'aimerais aussi souligner que les plaintes fondées, 90% du temps, c'est pas tellement des fautes déontologiques au sens que c'était fait exprès. C'est des erreurs. On peut tous et toutes faire des erreurs, et les journalistes aussi. Donc, il y a cette image parfois, moi quand je dis où je travaille et ce que je fais, parfois on me dit « Ah oui, parce que c'est vrai, les journalistes, ils produisent des fake news. » Je dis « Mais non, c'est pas pour ça qu'on existe. » Les personnes qui produisent
délibérément des fausses informations. La désinformation, c'est pas les journalistes. Après, ils peuvent faire des erreurs et ils peuvent ne pas respecter la vérité, mais malgré eux, parce que l'info évolue, parce que le sujet est compliqué et parce que, comme je l'ai dit, par exemple, on peut faire des erreurs, mais alors il faut les rectifier explicitement et rapidement. C'est l'article 6 du code. Et ça, c'est justement dans l'univers numérique, c'est hyper important. Si on fait une erreur qui peut être liée par exemple à une dépêche d'agence qui n'était pas correcte, parce qu'elle n'était pas complète à ce moment-là, il suffit de rectifier son erreur. Et alors là, si la plainte, elle porte exclusivement là-dessus, si elle dit la première version de l'article était fausse, après ça a été rectifié, mais quand même la première version était fausse, a priori le CDJ va dire que c'est non fondé, parce qu'il y a eu réaction rapide, et donc le résultat pour le public d'être bien informé, entre guillemets, il est rempli. Donc, Y a-t-il une rencontre ou un moment d'air qui continue de vous inspirer aujourd'hui ? il y a un moment qui s'est passé vraiment... c'était un moment charnière entre mon stage au CDJ et mon engagement, qui continue, je ne sais pas s'il m'inspire, mais en tout cas, je le garde en tête assez souvent, parce que ça me guide dans mon travail. Je l'ai dit, les journalistes, peu importe qu'ils soient professionnels ou non, qu'ils soient déjà actifs ou non, donc les étudiants aussi par exemple, peuvent être une plainte au CDJ s'ils ont publié une information, qu'elle est accessible en ligne et qu'on a reçu une plainte, qu'on a ouvert un dossier parce qu'il y avait un enjeu. Et moi-même, j'ai fait l'objet d'une plainte par rapport à, moi et 2 collègues, parce que c'était pour ce qu'on appelle à l'IEX le mémoire médiatique, donc c'est vraiment le travail de fin d'année, mais qui est une production journalistique. Et donc on avait fait un podcast d'ailleurs. Et une des personnes qu'on a interviewées a déposé le CDJ. C'était un sujet assez touchy, c'était sur les militants anti-avortement, qui eux revendiquent plutôt l'appellation pro-vie. Et donc on avait été parler à des militants pro-choix, pro-vie, je mets les guillemets de chaque côté. Et une des personnes qu'on a interviewées a déposé plainte au CDJ. Et en fait, on l'a appris presque par hasard. Et c'était entre les deux. C'était l'été qui a suivi mon stage. Et je ne sais pas si c'était conscient ou pas. Je pense pas, parce que quand j'ai demandé à faire mon stage là-bas, je me disais pas « Oh, comme ça, le jour où j'ai une plainte, ça va me servir. » Pas du tout. Mais il se fait que c'était intéressant d'avoir tout ça en tête parce que ça m'a aidé à dédramatiser, parce que je sens que mes 2 collègues étaient complètement paniqués en se disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et si c'est fondé, on va être engagé nulle part et notre carrière est foutue avant d'avoir commencé et tout ça. » Et moi-même, j'étais pas très à l'aise avec la situation parce que c'est pas chouette. Et donc ça continue à m'inspirer au quotidien. En tout cas, c'est que je me rends compte de ce que ça représente, une plainte au CDJ. C'est pas agréable. Je vais pas mentir. Je vais pas dire que c'est rien. Voilà, ça arrive. C'est pas chouette. Est-ce que la plainte a été déclarée recevable ? C'est-à-dire que vous êtes parti devant, vous expliquez ? Alors, elle a été déclarée recevable parce qu'il y avait effectivement des enjeux qui étaient pointés. Et donc, à ce moment-là, le secrétaire général ne dit pas c'est fondé ou pas, mais il ouvre un dossier. Et donc, nous, notre podcast, il avait été diffusé à la fois sur le média étudiant de l'IEX, mais aussi dans un autre média d'information. Et donc, la plainte a été jugée recevable, le dossier a été ouvert. Et au final, la plainte a été jugée non fondée. Alors, je vais quand même préciser, au cas où il y a des sceptiques, qu'à l'époque, le conseil en tant que tel, les bénévoles, ils ne me connaissaient pas. Il n'y a que la secrétaire générale qui me connaissait parce que je faisais mon stage, mais personne n'a fait le lien. Personne n'a compris, je pense, que c'était moi, une des journalistes visées par la plainte. Donc, qu'on ne croit pas que c'est une décision... que c'est une décision partielle. Une décision partielle qui ne serait pas indépendante. Le CDJ, parfois, doit se prononcer contre d'autres du CDJ, des membres journalistes qui, du coup, quittent la pièce, qui sont récusés d'office. C'est comme ça qu'on appelle. Forcément, ils ne vont pas prendre part à la discussion s'ils sont eux-mêmes visés par la plainte. On peut aussi se déporter volontairement quand on n'est pas à l'aise, qu'on fait partie du média. Il y a plein de conditions. Il y a plusieurs situations possibles, je veux dire. Mais donc... Pour revenir à mon expérience, ça continue à me marquer parce que parfois, j'entends des journalistes qui ont bien plus d'expérience que moi, qui les pratiquaient 5 minutes et demie, qui disent que c'est difficile et que c'est pas... qu'il y aurait des choses à améliorer dans la procédure. Et ça, je suis d'accord. Moi, je suis tout à fait ouverte. C'est pas moi qui décide. Mais le règlement de procédure, il a été revu il n'y a pas très longtemps. Il y a déjà eu pas mal d'améliorations apportées. Mais on peut toujours s'améliorer. Et on est tout à fait ouvert aux critiques constructives
et au fait qu'on puisse améliorer la procédure pour alléger la charge de travail des journalistes. Ils sont indépendants, par exemple, c'est du temps de travail en moins, de devoir préparer une réplique, de bien, parce que ça se prépare, hein, c'est tout. Je veux dire, c'est pas comme un procès, mais c'est un peu le même, c'est le même esprit. Chaque partie va s'exprimer, on va regarder les arguments, le juge, entre guillemets, c'est le CDJ. Mais donc, je me souviens très bien que la période d'attente, parce que ça met un peu de temps, je vous l'ai dit, on n'est pas beaucoup, et donc il y a un arriéré, je sais plus combien, ça a duré quelques mois, et donc les quelques mois où je ne savais pas, ça me stressait un petit peu, je me posais la question, je me disais, mais si c'est fondé, qu'est-ce que je fais? À l'époque, j'étais pas... je statuais pas du tout sur les plaintes, c'était juste avant que je sois engagée pour le projet européen, donc je ne touchais, comme j'ai dit, je connaissais pas encore les membres du conseil à ce moment-là, donc la question se posait pas, mais je me disais, si maintenant la plainte est fondée, peut-être que je serais pas réengagée ou quoi, je me suis un peu fait peur toute seule. Et au final, la plainte était non fondée, c'était un soulagement, mais je suis convaincue que c'est pas un cadeau qu'on nous a fait, hein. C'était une plainte comme une autre. Quand je vous ai dit qu'on faisait pas attention au profil, là c'est du plaignant, la personne visée, c'est la même chose. Là, le CTJ a rendu sa décision de manière indépendante. Et d'ailleurs, je vais terminer par là, c'est arrivé depuis qu'on ait d'autres plaintes contre des étudiants en journalisme, et parfois certains membres me disent « Ah, mais c'est quand même un peu... c'est difficile pour eux et tout, est-ce qu'on va vraiment accepter ?» Et on doit le rappeler, mais on l'a déjà fait. On l'a déjà fait, Anna qui est juste là. Mais oui, voilà. Et donc, il y en a plein qui n'avaient absolument pas capté. Donc voilà, si je peux finir par là, parce que je pense que c'est aussi le but, vu qu'on s'adresse à des étudiants à la fois en droit, mais aussi en journalisme, c'est juste la déontologie, elle n'est pas là pour vous freiner, vous brider dans votre travail. C'est plus un guide, c'est une boîte à outils, on pourrait utiliser plein de métaphores, c'est une boussole, c'est tout ce que vous voulez. C'est quelque chose à garder en tête pour faire son travail, parce que évidemment, les journalistes ont une liberté rédactionnelle, ont des droits, mais, alors ça c'est dans le préambule du code de déontologie, la liberté de presse, les journalistes ont une responsabilité sociale qui est inhérente à la liberté de presse. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Et donc, ils doivent toujours réfléchir à l'impact que peut avoir l'information qu'ils vont diffuser ou publier sur la société. Et donc, c'est une question qu'il faut se poser. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces échanges enrichissants. J'espère que notre public aura été aussi captivé, ceux qui ont posé les questions. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, excellente journée à nos auditeurs.